2. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout le monde? On va débuter, notre colloque. Mesdames et messieurs, bonjour. Kwe, hi. Je me présente, Nancy Pelletier, et je serai votre présentatrice pour la journée. Tout d'abord, c'est avec beaucoup de joie que le comité organisateur vous accueille en si grand nombre aujourd'hui. Des gens de partout au Québec, de différentes organisations, des maisons d'enseignement, des proches aidants, des employés de plusieurs directions et de différents paliers gouvernementaux. Tous ensemble pour un virage à 180 degrés pour nos aînés. Nous vous présenterons un colloque concentré vers l'avenir, une expertise majoritairement locale, jumelée avec les plus grands dans le domaine. Aujourd'hui, au cœur de nos préoccupations, l'humain, celui qui est au centre de votre table. C'est pour lui que nous nous rassemblons afin de permettre ce changement de culture. Nous nous engagerons ensemble à réussir à offrir un lieu d'hébergement digne et à l'image d'un vrai milieu de vie. Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir avec nous une grande dame. Avec sa présence, elle nous fait réfléchir que nous devons s'adapter à chaque culture du territoire. C'est avec beaucoup de respect que je vous présente Madame Joséphine Bacon. Poète, parolière, conteuse, conférencière, scénariste, traductrice, interprète et réalisatrice Innu. Née dans la communauté Innu de Bessiamite, elle a vécu les 5 premières années de sa vie en semi-nomadisme dans la Nutchmit, qui signifie l'intérieur des terres. Elle est envoyée au pensionnat de Maliotenum, à l'est de cette île, mais elle réussit à éviter un déracinement complet en côtoyant les jeunes des communautés environnantes. En plus d'œuvrer comme traductrice, narratrice, documentariste et auteure, Madame Bacon est une chercheuse reconnue en milieu autochtone depuis 1970. En 2016, elle a d'ailleurs obtenu un doctorat honorifique en anthropologie de l'Université Laval pour sa contribution à la documentation de la culture Innu. Je vous laisse la parole, Madame Bacon. Kasnoichuk namastam loldan te kunyana dumaminat nam loldan yop moko I todo teke tadawa namastihna no teke tu dois me sentir amse tayagnde tanuta. Ben bonjour tout le monde, je suis vraiment honorée d'avoir été invitée à être au travers de vous, hein, sur le même pied d'égalité. Alors, j'aimerais vous dire que, tu vois, toute ma vie, après le pensionnat, si j'ai pu récupérer mon vrai Innu-Aimun, ma langue, c'est grâce à des aînés, autant des grands-mères et des grands-pères. Parce que quand on était au pensionnat, étant donné qu'on était sédentaires, alors on ne parlait plus l'Innu-Aimun du nomade. Mais parce que j'ai travaillé avec des anthropologues et que j'ai transcrit et traduit, j'ai pu tout récupérer. Et puis je dis que, tu sais, notre histoire s'écrit d'abord parce que les aînés nous racontent. Tu vois, quand j'étais jeune, mettons quand j'étais plus jeune, enfant, nos aînés, on les gardait avec nous. Tu sais, puis on apprenait à travers eux. Tu sais, aujourd'hui, les temps changent, bien sûr, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a des CHSLD, et même chez les Innu, on commence à avoir des Chenyo Drop. Tu sais, à Pessamit, il y en a à Malio, il y en a aussi à Mchtoya. Puis,
c'est la vie qui change. Et puis les jeunes ne sont pas les mêmes jeunes que quand nous étions jeunes, ils sont beaucoup plus bruyants et puis ils ne dorment pas la nuit. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut prendre soin des aînés en les accueillant dans des maisons adaptées pour eux, en prenant soin d'eux autres, comme si, tu sais, quand tu travailles dans une résidence d'aînés ou dans un CHSLD, il faut s'occuper d'eux comme s'ils étaient nos grands-parents. Et puis, ce que je trouve qui est important, c'est de savoir les écouter. Tu sais, pour apprendre encore aujourd'hui. Tout comme moi, j'ai tellement écouté les aînés qu'aujourd'hui, ce que je suis devenue, tu sais, j'ai fini par être aînée moi-même, mais ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je les ai écoutés. Et c'est avec eux que j'ai tout appris, mon identité. Tu sais, que finalement, la poésie m'est venue beaucoup plus tard parce que c'était eux, mes premiers poètes. Alors, aujourd'hui, on est tous là, ensemble, tu sais, pour honorer les aînés. C'est ça qu'on doit faire d'abord. Quand tu es enfant, c'est honorer tes aînés, tes grands-parents, puis grandir avec cette philosophie. Et puis le reste de notre vie, si on traite bien les aînés, nous serons bien traités, nous aussi. Je crois. Hein? Je vous souhaite un merveilleux congrès et puis j'espère qu'on va tous sortir enrichis de ces jours qu'on va passer ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Bacon. Avant de poursuivre, j'aimerais ça, j'avais oublié de dire un petit message au début, de vous assurer de fermer vos cellulaires pour pas que ça sonne et que ça clignote durant le temps de la rencontre. Choisir une présidente d'honneur a été plutôt facile pour le comité organisateur. S'assurer que la direction générale est derrière l'implantation d'une politique qui changera à tout jamais l'hébergement était la première chose à vérifier. Notre directrice générale du CIS de la Côte-Nord n'a pas hésité une seconde à supporter ce grand changement. C'est donc avec un grand honneur que je passe la parole à Mme Manon Asselin, présidente d'honneur du COLUP, pour vivre dans la dignité. Merci. Bon matin tout le monde. Tout d'abord, Mme Bacon, Mme Joséphine, Chenish-McKin. Merci beaucoup. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Vos paroles sont inspirantes. Vous êtes une inspiration pour nous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. On a des gens tout spéciaux que j'aimerais remercier de leur présence. Madame Rosebush, Madame Nathalie Rosebush. Merci, Nathalie, d'être ici. Ta présence démontre l'importance que cette nouvelle politique, ce nouveau virage, l'importance que ça a au niveau du ministère. Merci d'être ici. Sylvain, merci d'être ici. Sylvain Gagnon, Riez de Laval. On a plusieurs personnes de l'éducation, du monde de l'éducation ici aujourd'hui, et c'est important que vous soyez ici. De par ta présence, Sylvain, tu démontres exactement cette importance-là. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On a des gens, oui, du monde de la santé, du CIS de la Côte-Nord. CIS de la Côte-Nord? On a des gens de différents CIS et CIUS, Capitaine National, Laurentide, La Naudière, il m'en manque. On a des gens de l'éducation d'un peu partout au Québec. On a des gens des organismes communautaires. On a des gens des communautés, des différentes communautés autochtones. On a des gens des municipalités. On a des élus présents avec nous. Ça démontre l'importance de s'engager à faire de ce nouveau virage
de faire ceci le centre de nos préoccupations pour nos aînés. Je vous remercie de m'avoir demandé d'être présidente d'honneur au comité. Merci au comité, mais je vais le dire plus tard, ça. On va voir comment ça va aller aujourd'hui, là, puis on va voir si on va remercier. Quel bel honneur! J'ai été vraiment touchée. Merci beaucoup. Si vous avez le temps de regarder d'où je viens pas du réseau, je viens un peu du champ gauche. Et puis, le déploiement dans les CHSLD, ça a été mon inspiration de venir, de m'impliquer dans la communauté. Ça a été l'étincelle qui a fait en sorte que j'ai voulu m'engager dans ce virage-là, m'engager personnellement pour faire les choses mieux pour nos aînés. En parlant de nos aînés, j'aimerais, par main levée, qui d'entre vous avez présentement une personne proche de vous en perte d'autonomie? Merci. Qui d'entre vous avez eu par le passé une personne proche de vous en perte d'autonomie? Je pense que c'est 100% des gens ici aujourd'hui que vous avez eu quelqu'un proche de vous avec une perte d'autonomie, qu'elle soit physique, qu'elle soit cognitive. Puis c'est nous qui s'en va là. C'est nous. Qu'elle soit cognitive, qu'elle soit physique, c'est nous. Donc aujourd'hui, je vous demande non seulement de vous engager comme professionnel que vous êtes, que ce soit en santé, en éducation, au niveau communautaire, au niveau élu, je vous demande de vous engager personnellement à prendre ce virage, de vous engager à faire en sorte qu'on fait les choses différemment, pour nous, pour nos proches. Pas seulement en titre de professionnel, mais en tant que personne. Donc, je vous demanderai de tous dire « Je m'engage ». Encore une fois? Je m'engage. Merci. Moi aussi, je m'engage. Et je m'engage personnellement à faire la différence. Je m'engage personnellement à faire en sorte, et on va en parler tout à l'heure, qu'en tant que présidente directrice générale du CIS de la Côte-Nord, on puisse faire la différence. Donc, je m'engage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Asselin. Avant de poursuivre, je vous invite à utiliser le code QR qui est sur la table pour avoir accès à l'horaire détaillé de la journée. De plus, vous avez aussi une feuille de présence sur la table. C'est pour signer pour les accréditations de formation. C'est important d'inscrire bien votre nom en lettres moulées, car si ce n'est pas bien inscrit, ça va être difficile pour nous de retrouver les gens. La feuille va être remise aussi après la deuxième, à la fin de l'après-midi pour une signature là, en fin de journée. Je voudrais apporter une attention particulière aussi à la chanson suivante. Quand vous entendez cette chanson-là, c'est qu'il est le temps de revenir dans la salle. Pendant les pauses, sur les heures de repas, quand on va faire jouer la chanson, ça veut dire « revenez ici, ça va débuter bientôt ». Je vous invite aussi à prendre connaissance des sorties d'urgence, qui est une là et une de ce côté-là, juste derrière, à côté ici, à droite. Sans plus tarder, laissons place à la première conférence du colloque, la présentation de la nouvelle politique d'hébergement au Québec. Vous retrouverez sur scène les différents acteurs de différents paliers, unis tous ensemble pour ce virage. Avant de leur laisser la parole, vous remarquerez que nous avons sur scène avec nous du mobilier adapté pour les aînés avec un look contemporain et actuel. Nous tenons donc à remercier notre partenaire de RTM Médical pour la commandite et nous vous invitons à aller voir les possibilités qu'ils offrent à l'entrée près du vestiaire. Ils ont un kiosque, vous allez pouvoir y aller durant les pauses.
Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter Mme Nathalie Rosebush. Titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles et d'une maîtrise en administration publique, elle a d'abord œuvré à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de 1993 à 2001, ainsi qu'au secrétariat du Conseil du Trésor de 2001 à 2004. Mme Rosebush a joint le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2004 pour remplir différentes fonctions de gestion en lien avec les affaires autochtones, les régions nordiques, les jeunes et les familles, ainsi que les programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés. En septembre 2019, elle a été nommée sous-ministre adjointe aux aînés et aux proches aidants pour ce même ministère. Je vous laisse la parole, Mme Rosebush. Oui. Je me suis trompée. J'ai dit mon micro? Oui? OK. Je pense que je suis un peu nerveuse. Excusez-moi. Les filles sur la bouille font non, non, non. Nous poursuivons maintenant avec Mme Priscilla Malenfant. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux. Depuis 2019, elle occupe les fonctions de directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIS de la Côte-Nord. Détentrice d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université Laval, sa vaste expérience du réseau de la santé lui a permis de développer un leadership et une connaissance approfondie des services aux personnes aînées. Bienvenue, Mme Malenfant. J'inviterai maintenant Mme Audrey Lévesque, chargée de projet pour les 2 maisons des aînés et alternatives du CIS de la Côte-Nord. Détentrice d'un baccalauréat en psychologie, d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en criminologie clinique et complétant actuellement un programme de 2e cycle en gestion. Mme Lévesque a à son actif plusieurs années d'expérience en intervention sociale dans le milieu communautaire auprès de plusieurs clientèles. Elle a aussi été coordonnatrice de projet au niveau pan-canadien pour l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne pendant 2 ans. Bienvenue, Annick Audrey. J'inviterai maintenant Mme Manon Asselin, présidente directrice générale du CIS de la Côte-Nord depuis le 21 juin 2021. Née à Jonquière, elle a servi pendant plus de 33 ans dans les Forces armées canadiennes, notamment en tant qu'officier des opérations en service de santé. En 2020, lors de la première vague de la COVID-19, elle a participé à la préparation et au déploiement des équipes de soins qui sont venues prêter main forte en centre de soins de longue durée au Québec et en Ontario. Diplômée de l'École des hautes études commerciales, Mme Asselin a aussi complété un programme court de 2e cycle en gestion de projet et elle détient un certificat en gestion de santé publique reconnu par le Collège canadien des leaders. Pour terminer, bienvenue, Mme Asselin. Pour terminer, Mme Annick Leclerc. Elle a fait ses débuts dans le réseau de la santé et des services sociaux comme éducatrice spécialisée. Ses diverses expériences en gestion et en intervention auprès des clientèles vulnérables l'ont rapidement amenée à devenir gestionnaire à la direction des programmes de soutien à l'autonomie des personnes âgées. Nouvellement engagée à titre de conseillère cadre dans l'implantation de la nouvelle politique d'hébergement au Québec, elle n'a qu'un seul objectif, que les personnes aînées vivent dans la dignité. Déterminée et passionnée, Mme Leclerc met tout en place pour atteindre ses buts. À vous la parole, mesdames. Bienvenue, Annick. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir, en fait, de vous accueillir aujourd'hui. Je suis la responsable du colloque qui a travaillé avec un super grand comité. On avait un objectif de 300 personnes. Nous avons atteint notre objectif de 300 personnes à la grandeur de la Côte-Nord et même à l'extérieur du Québec. Donc,
Merci à mon comité, c'est vraiment un travail d'équipe. Aujourd'hui, on a un petit changement de programme. Nous avons une personne du ministère, Mme Maude Pronovo, qui ne pouvait pas être là par cause de maladie. Donc, on a une petite partie de notre conférence que Audrey va nommer les grandes lignes de ce que Mme Pronovo vous aurait parlé. Mais malheureusement, on ne peut pas refaire en entièreté sa présentation, mais on va quand même vous amener les grandes lignes de ce que Mme Pronovo nous avait préparé. Donc, Audrey. Merci, Annick. Bonjour tout le monde. Donc, je voudrais commencer par vous parler un petit peu de cette politique-là, cette fameuse politique-là, comment elle est née. Je pense que c'est la base. Donc, c'est vraiment parti, en fait, d'une volonté gouvernementale parce qu'il n'existait pas vraiment d'orientation générale pour l'hébergement. Donc, oui, il y avait des documents d'orientation plus spécifiques comme l'orientation CHSLD 2003, les cadres de référence ARI et RTF, mais il n'y avait pas quelque chose qui venait vraiment définir les milieux d'hébergement. Il y avait aussi vraiment un grand besoin d'actualiser les orientations parce que, tu sais, les CHSLD, ils ont répondu aux besoins pendant des nombreuses années, des dizaines d'années. Mais je pense qu'on était rendu à un point où on devait vraiment venir s'améliorer ou, tu sais, repenser un petit peu le concept de l'hébergement. Donc, les travaux qui ont été faits par le ministère à ce niveau-là, ils ont vraiment... Le ministère a créé un comité d'experts pour vraiment se pencher sur la question. Puis, ils n'ont pas fait ça dans leur petit coin, eux autres. Ils ont vraiment consulté beaucoup de gens. Il y a eu 1600 commentaires qui ont été recueillis. Puis ça vient vraiment de différents groupes, des usagers, des proches, des groupes de défense de droits des usagers, des associations syndicales, des ordres professionnels, des chercheurs. Donc, il y avait vraiment une grande panoplie de personnes qui ont participé à ces consultations-là pour vraiment avoir une politique qui va nous ressembler puis qui va vraiment améliorer la qualité de vie, en fait, des aînés là, des résidents. Il y a vraiment aussi, de côté, les maisons des aînés et Alternatives, qui est mon projet, qui ont été faits un petit peu en parallèle. Puis ce sont vraiment les mêmes concepts qui ont été développés. Donc, les maisons des aînés et Alternatives seront vraiment comment je pourrais dire ça, les premières à mettre cette nouvelle politique-là en place. Fait qu'on va vraiment pouvoir voir qu'est-ce que ça donne avec les nouvelles maisons des aînés. Donc, et ensuite, c'est sûr que cette nouvelle politique-là va être implantée là, dans tous les milieux d'hébergement. Donc, ça serait ça pour le petit... comment la politique est née. Donc, je vais repasser la parole à à ma collègue Annick, là, qui va poser une question à notre sous-ministre adjointe, Mme Rose-Bouche. Merci, Audrey. En fait, comment la conférence va fonctionner, c'est que moi et Audrey, on va vous présenter différentes choses et on va se référer, en fait, à nos 3 personnes de 3 paliers différents. On va lui poser des questions, puis on va essayer d'avoir les réponses qu'on veut. Hein? Donc, Mme Rose-Bouche, la première question est pour vous. On voudrait savoir, selon vous, c'est quoi que ça va prendre pour réussir? Parce que c'est pas la première politique qui découle des ministères. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Les gens disent, bon, encore une autre politique, bon, encore... Là, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça prend pour réussir l'implantation de cette nouvelle politique-là? Puis, quels seront les enjeux? À vous la parole. En fait, la question est vraiment importante parce qu'on s'est donné, une vision, ça a été mentionné, c'est plus de 300 partenaires, organismes, acteurs qui ont été consultés. Donc, on s'est donné une vision, on s'est donné des principes directeurs, des orientations, on s'est donné aussi quelques mesures avec le plan d'action qui vise à actualiser la politique. Fait que maintenant, bien, comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le réalise? Donc, la question est très importante. Ceci étant, ça prend nécessairement une mobilisation de tous les acteurs. Puis, Mme la PDG, Manon en a fait référence tout à l'heure là, avec la notion d'engagement, mais tous les acteurs doivent être mobilisés pour ça. Donc, on parle bien sûr en concertation avec les résidents, avec leurs proches, avec les comités d'usagers, les comités de résidents, avec toute l'équipe interdisciplinaire, incluant les médecins aussi, avec les associations, les partenaires, les communautés. Donc, ça prend une mobilisation pour que tout le monde, on puisse avancer, s'engager, comme ça a été mentionné, dans ce qu'on veut réaliser.
Maintenant, pour se mobiliser, ça prend aussi des leaders qui vont accompagner, qui vont venir soutenir les différents acteurs, les différents milieux de vie, les différents acteurs qui sont concernés et qui va donner le tempo pour qu'on avance puis qu'on puisse réaliser les objectifs qu'on se donne en lien avec la mise en œuvre de la politique et de son plan d'action. Donc, le colloque aujourd'hui, c'est un excellent exemple de mobilisation. Et d'ailleurs, je salue l'initiative qui est très importante. J'espère évidemment que vous êtes tous là, vous êtes aussi mobilisés en étant là dans un premier temps, mais que ça pourra aussi inspirer d'autres régions pour faire une activité de rassembler tout le monde, mobiliser tout le monde, puis on avance tout le monde ensemble avec quelque chose. Pour un des éléments importants aussi qu'on s'est doté pour la réalisation, l'actualisation de la politique et la mise en œuvre du plan d'action, c'est l'identification de chargés de projet cliniques. Donc, c'est 67 chargés de projet cliniques partout dans la province qui vont être des acteurs importants pour soutenir, pour accompagner, pour aussi, je dirais, identifier les enjeux, les défis, les écueils qu'on rencontre et des pistes de solutions. On va bien sûr avoir une table nationale de coordination avec l'ensemble des chargés de projet. Ça va être important que tout le monde, on se partage les bons coups, les difficultés, puis qu'on avance avec tout le monde ensemble dans la mise en œuvre de la politique. On a prévu aussi une structure, je vais dire, de gouvernance. Donc, avec un comité directeur, puis un comité aussi consultatif qu'on va mettre sur pied, qui sous peu, là, qui va comprendre différents acteurs, mais notamment des chercheurs, des experts, des résidents, des partenaires. Donc, on veut couvrir quand même une bonne partie des acteurs qui sont concernés à l'intérieur de ce comité conseil-là, qui va, tout au long de la mise en œuvre de la politique et du plan d'action, vont pouvoir aussi guider et recommander certaines actions, certains ajustements au fur et à mesure qu'on avance dans notre mise en œuvre du plan d'action. On a bien sûr d'autres types de comités directeurs qui vont être en place et un comité de coordination parce qu'on se rappelle que la politique et le plan d'action visent tous les milieux d'hébergement où vivent des adultes. Donc, c'est toute clientèle, que ce soit santé mentale, des PDI-TSA, personnes aînées, et ça vise les CHSLD, bien sûr, les RIRTF et aussi éventuellement Maison des aînés, maisons alternatives. Donc, je dirais que ça, c'est les éléments qui sont importants. On se rappelle aussi avec les dernières années qu'on a vécues de la pandémie, nécessairement la gestion de proximité, les gestionnaires responsables des CHSLD, les responsables aussi au niveau des RIRTF. Ça va être des acteurs importants avec lesquels on va travailler, bien entendu, pour la mise en œuvre de plan d'action et de la politique. Dans les enjeux, comme enjeu nécessairement, on a bien sûr le défi de main-d'œuvre qu'on vit aujourd'hui. Vous le vivez maintenant au quotidien. Donc ça va être un défi dans la mise en œuvre du plan d'action, mais ça peut être aussi une opportunité de faire les choses autrement, de faire nos façons de faire différentes. On va le voir aujourd'hui dans la programmation du colloque. On va parler, bien sûr, d'innovation, de technologie, etc., mais c'est des options qui s'offrent à nous aussi pour aider, soutenir et mettre en œuvre là, notre plan d'action puis la politique. On a aussi la gestion du changement. Donc, c'est une belle vision qu'on s'est donnée au Québec. La politique se veut pérenne. Elle va être actualisée avec des plans d'action. Notre premier plan d'action qui est 5 ans. On va déjà, avec l'expérience qu'on va vivre, débuter la planification puis éventuellement la consultation du deuxième plan d'action. Mais je dirais que la gestion du changement, on va nécessairement
la faire ensemble avec cette mobilisation-là, nos leaders qui vont être là. Donc, Annick est un exemple, tu sais, Audrey. Donc, je pense que c'est des leaders qui sont très inspirants. Et avec tous les acteurs concernés, cette gestion du changement, on va pouvoir nécessairement passer au travers en étant tout le monde mobilisé dans ce beau projet-là qu'on a au niveau du Québec. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Rosebush, pour votre réponse très complète. Maintenant, j'inviterai ma collègue Annick, en fait, à venir vous parler un petit peu de cette politique-là. Vous l'avez déjà entendu parler et tout ça. On peut la lire, tout le monde peut la consulter. Comment ça va se traduire sur le terrain, cette politique-là? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement sur le terrain? Donc, à toi les planches, Annick. Merci, Audrey. Alors, là, ça commence pour vrai. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle, à main levée, veut mourir en CHSLD? On est 300. Personne? Pourtant, vous êtes, nous sommes, elles sont, les acteurs principaux, je n'ai pas le droit de dire ça, principaux de ces milieux-là. Pourquoi, à 300 personnes qui consacrent sa vie, sa carrière, personne ne veut y mourir? On a vraiment une grande question à répondre aujourd'hui. Hein? On y a consacré notre vie. Si on cumule toutes les heures des gens qui travaillent ici, dans ces milieux-là, on les met toutes en ligne, dans toutes ces heures-là, on ne veut toujours pas mourir en CHSLD. Impressionnant quand même. Aujourd'hui, je vais vous demander de mettre dans votre poche la photo de quelqu'un qui vous est cher. Pour moi, c'est ma mère. Elle ne sait pas qu'elle est là. Pour moi, c'est ma mère qui est rendue à ce stade-là. Es-tu capable de rester à la maison encore, tout ça? Dans votre poche aujourd'hui, je vais vous demander de mettre cette personne-là. Ici, dans votre poche. Non seulement je vais vous demander de la mettre aujourd'hui, mais je vais vous demander de travailler avec la photo de quelqu'un qui vous est cher dans votre poche. Les gens qui sont décideurs, n'hésitez jamais à mettre la photo de la personne qui vous est chère direct devant vos yeux, pour qu'à chaque décision que vous preniez, vous vous disiez, si c'était elle qui était là, si c'est pour elle que je prendrais la décision, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Même chose pour les gens qui sont assis ici. Quand tout le monde a des gros budgets à gérer, tout le monde a tout plein de choses, des plans d'action, tout ça, au-delà de tout ce qui existe. Si c'était elle, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'exigerais du milieu? Quand vous travaillez, on a des PAB, on a des infirmières auxiliaires, on a des infirmières, il y a des gens de toutes les... en psychosociaux, on a du monde là, très terrain ici. Quand on travaille dans une journée, là, qu'est-ce qu'on fait? On starte notre journée puis on se dit, OK, j'ai de l'ouvrage aujourd'hui, go, j'y vais. Souvent, on ne pense pas nécessairement à qu'est-ce qu'on ferait si c'était elle. On a de l'ouvrage. Il faut abattre l'ouvrage. Mon pire ennemi, c'est pas toi, Manon, c'est le banc que t'as en dessous de toi. J'en aurais besoin. Ça, c'est pratique. Hein? Ça, c'est donc pratique. Bon, comment c'est ça? Si en manque un d'un CHSLD, le gestionnaire, il se fait faire une requête, c'est pas trop long. Hein? Ça, c'est essentiel à la vie. Pourquoi? Madame Asselin, ouvrez votre bouche! Puis vous, madame, ouvrez votre bouche! Hey, ta fille, elle a-tu fait son bal de finissant? Ouvrez votre bouche! Ah ouais, elle s'est acheté sa robe, elle l'a pris où? Ouvrez votre bouche! On en nourrit deux en même temps.
Le temps. À quel point le temps est important, puis à quel point le temps, puis là, je le dis au niveau des CHSLD, mais je le dis dans l'ensemble du milieu de la santé. Les gens sont fatigués, les gens sont épuisés, les gens courent. Puis quand on parle aux gens, là, puis tu lui demandes, « Ouais, mais on a de l'ouvrage, on n'a pas le choix. » Savez-vous, l'endroit là, où on a le plus de temps dans la vie, c'est dans un CHSLD. On a 100% du temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Comment on peut avoir plus de temps? À partir de maintenant, par contre, il faut travailler en équipe. Puis l'équipe, ça, c'est pas seulement la personne qui partage l'aile sur laquelle tu travailles. Une équipe, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est une équipe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne veux pas fâcher personne, OK? On a tout appris à travailler de cette façon-là depuis toujours. Là, on est en train de revirer les choses de bord, fait que c'est normal, il va falloir en changer des choses. Ce que les gens font, ils ne le font pas de mauvaise intention, OK? Sentez-vous pas trop visés, OK? Un peu pour certains, mais ça sera à vous autres. On rentre le matin, à 7 heures, check notre montre, et on a l'ouvrage aujourd'hui. Et en plus, il y a moins 1. Ah, là, c'est rythme. Là, on prend la personne qui travaille sur notre aile. Là, on dit, OK, là, toi, tu pars de ce bord-là. Moi, je pars de ce bord-là. Quand il y a un patient qu'on fait là, OK, là, puis là, on y va, puis là, on rentre. Mon bain n'est pas fait. Il est rendu 10 heures, mon bain n'est pas fait. J'ai pas le temps de faire mon bain. Je rentre à 7 heures. Il est 10 heures. J'ai pas le temps de faire mon bain. Mais pourtant, il reste 24 heures. Je sais pas trop. Mais on ne se fie pas à notre équipe. On ne s'y fie pas. On ne s'y fie pas pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on se demande entre équipes, c'est de dire, il faut que l'ouvrage soit fait. Si l'équipe de soir rentre, puis que le bac n'est pas replacé à sa place, ou bien donc que le sac à linge n'est pas vidé, ils vont nous péter une coche. Hein? Pendant ce temps-là, c'est qui l'a pas eu, son bain? C'est ma mère. Moi, je vous le dis, je ne serais pas commode, mais que ma mère soit là. Elle n'a pas eu son bain, parce qu'il est rendu 10 heures. Puis que là, on a de l'ouvrage, puis qu'il y a des bacs à vider. Mais on n'a pas demandé à l'équipe de soir, pouvez-vous plier le bac à linge, parce que moi, je voulais absolument donner mon bain à la personne. Mais non, on ne fait pas ça. Ils vont être enragés bien raides. Ils vont être enragés, puis demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous en laisser plus. Hein? La nouvelle philosophie d'hébergement, là, elle est aussi simple que de regarder les humains avec qui on travaille comme si c'était cette personne-là. Il n'y a rien de plus complet et de plus compliqué que ça. Même si le document pourrait être ça d'épais. Si j'ai à la vulgariser, c'est simple. C'est l'humain qui est devant. Qu'est-ce que je ferais si c'était moi, si c'était elle? Bonjour, Mme Asselin. Bonjour, Annick. On va manger en tête à tête aujourd'hui. Parfait. Est-ce que, Mme Asselin, vous pensez que si je prends 15 minutes de temps à manger avec elle, pensez-vous que Mme Rosebush, elle va manquer son autobus? Ça va être froid. Hein? Ça va être froid. Pensez-vous que Mme Rosebush, là, il y a quelqu'un qui l'attend, là, puis elle va arriver en retard à sa job? Pensez-vous que Mme Rosebush, si elle mange 15 minutes plus tard, mais que quand je vais manger avec elle, je vais me virer face, je vais dire « Bonjour, Mme Rosebush, on va manger ensemble aujourd'hui. » 15 minutes plus tard?
Ah, mais là, les gens de la cuisine n'ont pas le temps. Parce qu'un coup qu'on a déchargé ça sur l'équipe de soir, ben là, il faut trouver d'autres choses à dire. Les gens de la cuisine n'ont pas le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est ça le temps qu'on a en CHSLD. Puis là, je le sais que présentement, en général, là, après 5 minutes quand je parle, dans la tête des gens, ils disent « Elle est folle raide. » Ça paraît qu'elle n'est pas sur le terrain. Ça paraît que c'est une fille de gestion. Ça paraît qu'elle n'est pas une fille de soins. Puis ça paraît qu'elle n'a pas l'ouvrage qu'on a. Puis ça paraît. D'habitude, ça prend 5 minutes. Là, je sors ça, je ne me l'ai pas fait crier. Des fois, je me fais crier. Le temps, c'est nous qui le gérons. Le temps, c'est nous et nos collègues. Le temps qu'on va choisir de prendre, C'est correct. ah, non, ça, c'est moi. Ça, c'est ma mère. Le temps, c'est elle qui va en profiter. Puis savez-vous quoi? Elle est chez eux. Elle est chez eux. Un jour, je suis rentrée au CHSLD à L'Abri. Puis j'ai rencontré une personne, une PAB fort exceptionnelle. Que je suis rentrée après 3 minutes, j'étais sur le secteur, je faisais le tour. Puis elle me dit Allô, Annick, c'est toi la nouvelle gestionnaire? J'ai dit oui. Elle dit bienvenue chez eux. Elle avait compris. Elle avait compris, puis pourtant, c'était une femme qui avait consacré sa vie à être PAB. Elle en a eu du temps, hein? Elle en a passé du temps, elle, dans les corridors. Elle le savait. Elle savait qu'il y avait des bacs à serviettes à plier. Elle savait qu'il y avait des bains à donner. Elle savait que des fois, bon, on rushait, puis bon. Outre ça, quand on travaille dans un CHSLD, on travaille pour les résidents. Ça va de soi. Est-ce que le résident qui est assis, c'est important pour lui, votre titre d'emploi? Je suis obligée de vous dire non. Il est important pour nous. Puis il est important pour le CHSLD. Pas pour ma mère. Ma mère, si elle n'a pas son bain une journée, là, puis qu'elle voit 7 personnes se promener dans les corridors, elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas son bain. Parce qu'elle, elle ne sait pas c'est qui fait quoi, là, son tu sais. Elle sait que Mme Jacqueline, elle vient échanger sa culotte. Puis elle sait que Mme Chose, elle vient lui donner ses médicaments. Mais elle n'a aucune idée que Mme Chose, elle ne peut pas faire ça, puis que l'autre, elle peut le faire, puis que... Rendu là, je ne peux pas vous forcer. Mais ayez l'ouverture. Ayez l'ouverture d'aider votre équipe. Pour ma mère. Ça se peut que vous n'ayez pas étudié comme PAB. Ça se peut. Mais, mettons que ma mère, vous l'aimez bien. Que vous avez envie de lui offrir son bain entre 2 bacs de serviettes. Bien, tout le monde va l'apprécier, puis tout le monde va en ressortir gagnant. Fait il y a 2 affaires qu'il faut retenir. Ça, c'est pas tant un bon outil. Bien qu'il soit pratique, il ne répond pas bien aux besoins. Parce qu'il tourne, parce qu'il roule. Quand vous êtes assis chez vous, on se met en contexte. Vous êtes assis chez vous, c'est votre journée de congé, après 13-16 heures en ligne. Vous êtes assis sur votre divan, et là, il mouille. On met nos mous. Hein? On dit aujourd'hui, là, je mets mon mou et j'en profite. C'est vache notre divan, on rouvre notre Netflix,
Puis on se dit qu'on va se taper une série, là, ça va être exceptionnel. Journée de mou après 14-16 heures. Ah! Assis. Est-ce que vous voyez, pendant que vous êtes assis, là, vous regardez la TV, Netflix, voyez-vous quelqu'un passer avec une espèce de pyjama bleu, avec un chariot, comme ça? Y a-t-il ça dans votre salon? Pourquoi qu'on le refait? Pourquoi on le refait? Est-ce que, quand que vous êtes assis dans votre salon, vous venez de vous asseoir, Madame Lévesque, c'est l'heure de déjeuner! Ouvrez votre bouche, on va déjeuner! Il n'y a pas personne qui a demandé à Mme Lévesque si elle avait faim, là. Elle vient de se lever, là, puis elle se tape son Netflix, là. Elle n'a pas envie de manger un griot, là. Vraiment pas, là, mais on lui demande pas, elle a faim. C'est l'heure du déjeuner, c'est l'heure. L'heure du déjeuner. Fait que là, ben, donc, Mme Lévesque, elle va le manger, son... Hein? Un petit griot. Hein? On lui donne son griot, il n'y a pas de problème. Fait que là, elle se réinstalle. Oh! Mme Lévesque, l'heure de la collation! Avez-vous faim, Mme Lévesque? Pas de collation. Non, hein, vous ne la voulez pas, ma collation. Savez-vous quoi? Vous avez le droit de ne pas vouloir. Ça, c'est une autre chose qui est fort exceptionnelle dans la nouvelle politique. Le droit de choisir. En fait, on devrait toujours avoir le droit de choisir. Si j'arrive à côté de Mme Lévesque, puis là, j'ai pris une pilule, écrasée, j'ai mis ça dans la purée de pommes. Mme Lévesque, on va vous donner votre médicament. Je le veux pas. Madame Lévesque, on va vous donner votre médicament. Regardez, là, on va essayer, OK? Ouvrez votre bouche, Madame Lévesque. Je le veux pas. Elle a le droit de ne pas le vouloir. Elle a le droit de ne pas le vouloir. Peu importe le médicament. Qu'elle fasse du diabète, du cholestérol, qu'elle ait les troubles de comportement que vous voulez, qu'elle a eu un petit symptôme dépressif à ses 57 ans, puis elle a encore sa pilule, elle a le droit de ne pas vouloir sa médication. Vous avez le droit. Elle a le droit. Pour être considérée inapte à ne pas vouloir prendre les choses ou pas vouloir faire les choses, il faut pratiquement plus être capable de bouger ses yeux ou ses mains. Là. OK? Fait que quand la personne, là, même si la personne, elle ne parle pas, elle est assise dans sa chaise roulante, elle ne parle pas. As-tu l'air à vouloir? Elle ne veut pas. Elle a le droit de ne pas vouloir. Elle a le droit de ne pas vouloir. Si la personne, là, toute sa vie, là, à 10 heures le soir, elle mangeait son griot. Hein? On a toutes nos petites habitudes là, du soir. Là. Ouais, c'est parce qu'elle fait du diabète. Il y a un peu de sucre là-dedans. Là. Ouais, ça serait peut-être mieux pas. Elle a le droit de manger son griot à 10 heures le soir, si elle le veut. Nous devons trouver des solutions pour ma mère, pour la personne qui vous est chère. Ici, dans la salle, on est 300 personnes. J'espère que quand on va avoir fini d'implanter la politique d'hébergement au Québec, j'espère que vous allez vouloir mourir en CHSLD. C'est pas l'objectif. On veut pas que personne se rende là. Mais au moins, j'espère qu'on va avoir un simple petit désir. Parce qu'on va avoir le droit de choisir. Parce qu'on va avoir le droit d'habiter chez nous. Parce qu'on va avoir le droit de se coucher dans un lit qui ne ressemble pas à un lit d'hôpital. Parce qu'on va avoir le droit d'avoir des belles chaises dans notre chambre. Vous savez, quand quelqu'un arrive en hébergement, c'est le deuil d'une vie. C'est le deuil d'une vie pour la personne, puis c'est le deuil d'une vie pour la famille qui vient les porter. Ce qui fait que, des fois, les familles sont très exigeantes.
c'est qu'ils se sentent coupables de ne pas avoir été capables de le faire, pour plein de raisons. Donc, il faut connaître, c'est qui cette personne-là qui rentre chez nous dans ce bâtiment-là? Madame Ginette, là, dans sa chambre, là, a toujours collé son lit sur le mur. Elle aime ça frais. Hein? Fait que quand elle se couche le soir, elle aime ça s'accoter le dos au mur là, parce qu'elle aime ça frais. Il faut le savoir quand elle arrive. Il faut la connaître, Madame Ginette. Il faut connaître c'est quoi ses habitudes. Madame Ginette, là, elle a un porte-bonheur qui est sur sa table de chevet. Ce porte-bonheur-là, là, c'est son père qui a donné. Elle y croit, ça fait 60 ans de sa vie que ce porte-bonheur-là est là. Il faut qu'il soit là quand elle rentre, Madame Ginette. Il faut savoir que ça, c'est important à un point tel que quand elle va rentrer dans sa nouvelle chambre, elle va retrouver un lit à côté au mur, elle va retrouver sur sa table de chevet son porte-bonheur. Si Madame Ginette, ça c'est mon sujet préféré, le tapis. Dangereux, un tapis. Dans le temps de la pandémie, les sapins de Noël étaient très dangereux. Maintenant qu'on a traversé la pandémie, c'est rendu nos tapis. Tapis, ça, c'est dangereux, ça. On se rappelle que probablement toutes nos grands-mères ont eu du tapis à grandeur de leur maison dans leur vie. Mais s'ils rentrent en CHSLD, oh que c'est dangereux, un tapis. Madame Ginette, quand elle débarque de son lit, elle aime ça, avoir un beau tapis décoratif au pied de son beau lit d'hôpital. Elle aime ça, elle. Elle a le droit d'avoir un tapis. C'est chez eux. Est-ce que quelqu'un ici, je peux lui dire, « Madame, vous n'avez pas le droit d'avoir de tapis à la maison. » D'un coup, vous tombez. Elle a le droit. D'un coup qu'on tombe. Le risque de chute, c'est un autre sujet qui me passionne. Le risque de chute en hébergement, moi, selon moi, je pense que quand on commence à avoir, sans vouloir insulter personne, mettons 70 ans, moi, je considère qu'on commence à être un peu tout à risque de chute. Hein? Tapis, pas tapis. D'après moi, à partir de 70 ans, on peut considérer qu'on est un peu à risque de chute. Je vais vous asseoir d'une chaise roulante, Madame Ginette, pour être sûre que vous ne tombez pas. Puis là, si Madame Ginette, elle ne veut pas, Madame Ginette, on va vous asseoir dans une chaise roulante. D'un coup, vous tombez. Puis là, souvent, il y a de la famille qui embarque là-dedans, puis il y a d'autres mondes qui embarquent là-dedans. D'un coup, qu'elle tombe. Fait qu'on va arrêter de la faire marcher au cas où qu'elle tombe. C'est notre responsabilité, la sécurité. Fait que pas de tapis. Puis si vous commencez à avoir un pied rond, tu sais, il faut sécuriser les lieux. Hein? Bien, Madame Ginette, là, elle a le droit de marcher tant aussi longtemps qu'elle va vouloir marcher et qu'elle va vouloir prendre le risque de marcher. Si Mme Ginette, elle se lève le matin, là, puis qu'elle se met à la main sur sa table de chevet comme ça, puis sur le bord de son lit comme ça, puis qu'elle a de la misère à avancer, elle marche encore et elle veut continuer à marcher, on l'encourage à marcher et on trouve des solutions pour qu'elle marche. La nouvelle politique, là, c'est une question de logique et une question de trouver des solutions, mais surtout de prendre le temps. Parce que ma mère, vous ne l'assurez pas d'une chaise roulante, là. Pas tant qu'elle ne voudra pas, mais qu'elle veuille, pas de problème. On va en acheter une comme ça. Il va falloir qu'elle soit belle. Ma mère, je ne l'assurerai pas d'une chaise roulante lettre. Il va falloir qu'elle soit magnifique, sa chaise roulante. Si elle a besoin d'un lève-personne, on va trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Puis le temps n'est pas une défaite. Travaillez ensemble. Travaillez en équipe. Demandez à vos collègues de soir de vous aider. Demandez aux collègues de nuit de vous aider. Mais il y a une priorité. C'est ma mère.
Il me reste un petit 6 minutes, hein? Je suis pas pire, hein? Je suis ça parce que c'est gros de même. Tu sais, nous autres ici, là, les 300 personnes, là, le 5 à 7 du vendredi soir est quand même assez cool. Hein? Finir notre semaine, prendre une coupe de vin, des amis, on se fait des belles planches, tu sais, on triple. Les gens sont plus épicuriens, on aime goûter plein de choses, on aime boire plein de choses. Tu sais, on n'est plus au gin des Kuiper, on aime le gin du Québec. Tu sais, on aime ça vivre, tu sais. Puis là, on se dit, on travaille assez fort, bien, on peut... hein? Qu'est-ce qui va arriver quand vous allez être en CHSLD si on ne change pas les choses? Demain, c'est vous autres. Demain, c'est vous autres qui êtes en CHSLD. Le vendredi soir, là, ça n'existe plus, le vendredi soir. Hein? Le petit gin du Québec, là. Hein? On va vous brasser quelque chose d'épaissi, là, puis on va vous donner ça. Un petit shot de lime là-dedans. Ça va être impec. Hein? En 1980, il y a de très grands chercheurs qui ont dit, au niveau de l'emploi, si on ne change rien, on va frapper un mur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, aujourd'hui? On est pas mal dans le mur, hein? On l'a pas mal frappé. Fait que si demain, on ne change pas les choses ensemble, dans nos CHSLD, si vous ne vous engagez pas, si le temps prend le dessus sur l'humain, on va frapper le mur. On va frapper le mur. Fait qu'aujourd'hui, vous pouvez le mettre à votre agenda. 20 ans plus tard, je pourrais être sur la même scène. Et moi, je vous le dis, ceux qui me connaissent, ils le savent, je m'engage à faire changer les choses. Je m'engage surtout à vous accompagner à le faire. Ça va être difficile. Très difficile. Des bouts, je vais me faire haïr. Pas de problème. On vit bien que ça. Des bouts, je vais me faire aimer. Mais on va réussir. Parce que moi, j'adore le gin tonic. Donc, pour ma mère, pour moi, pour la personne qui est au centre de la table, je vous demande de vous engager. Engager à changer les choses. On aurait le choix de sortir dans la rue, braquer nos pancartes, mais on va travailler à la place. On va travailler ensemble. Et je m'engage à le faire avec vous autres, à vous accompagner. Et que tous les sceptiques qui sont ici mettent plus d'efforts et de temps. Parce que vous n'aurez pas le choix, on va le faire. Et que tous ceux qui doutaient, ben j'espère juste pouvoir faire comme avec le beau grand colloque qu'on a aujourd'hui, pouvoir dire la journée du colloque, quand on a dit qu'on voulait 300 personnes, qu'on a fait rire un peu de nous autres, pouvoir dire on a réussi. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel du lancement de la politique d'hébergement au Québec sur la Côte-Nord. J'ai voulu qu'on soit les premiers. Je vais maintenir mon engagement. On va être les premiers. Puis c'est tout ensemble qu'on va le faire. Je vais maintenant céder la parole. Merci. Merci, je ne m'attendais pas autant, franchement. J'ai vraiment hâte de passer dans tous vos milieux pour voir si ça va être comme ça encore. On va vraiment avoir du plaisir. J'aime le gin tonic. Merci, Annick. Fait qu'on serait rendu à poser une question à Mme Asselin, en fait. Fait que Mme Asselin, je vais vous poser la même question
que Annick a posée à Mme Rosebush tantôt. À votre niveau de directrice générale du CIS de la Côte-Nord, qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour réussir l'implantation? Et ce serait quoi les enjeux à votre niveau que vous verriez? C'est vraiment, comme on dit en anglais, tough act to follow. Pas facile, celle-là, de me mettre tout de suite après Annick. Quand Annick parlait, ça m'a rappelé quelque chose. Vous avez vu, j'ai été 33 ans dans les Forces armées et j'ai déployé en Afghanistan. Je vous mets en contexte, on fait du mentorat et puis on aide les Forces armées afghanes à mettre sur pied le système de santé dans tous les éléments que ça concerne. Et un jour, je suis en salle d'opération avec le chirurgien qui fait du mentor et il y a 2 patients qui sont en salle d'opération, un chirurgien. Pour tous ceux en PCI, là, pas une bonne idée. Mais par manque de temps, par manque de ressources, par manque de tout ce que vous voulez, le chirurgien opérait sur 2 patients en même temps. On n'est pas en guerre. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Puis ça m'a fait penser à ça. Donc, je mets ça de côté. Comment je peux faire, moi, comme PDG au CIS de la Côte-Nord, pour mettre en place, puis quels vont être les défis? Ils sont nombreux, on a entendu. Mobilisation, engagement, le temps. Vous allez me dire, pas encore une directive du ministère. Encore? On en rajoute. On n'a pas de monde. Les équipes sont petites. On n'a pas d'argent. On a un déficit très, très grand au CIS de la Côte-Nord. On ne peut pas la mettre en place. On a de la main-d'œuvre indépendante. On a beaucoup de choses qui jouent contre nous. Oui, c'est vrai. Mais il faut le prendre, le virage, pour, comme Annick le dit, pour nos proches. Un des grands défis qui me tient beaucoup à cœur, je pourrais en nommer plusieurs, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais en prendre un qui me tient à cœur, c'est la gestion de changement. La gestion de changement. Non seulement on prend compte de la gestion de changement dans les projets. Au niveau de la maison des aînés, maison alternative, on a une portion gestion de changement. Mais comme organisation, on ne prend pas en compte la gestion de changement dans son entièreté. On a parlé des équipes au niveau de la DSTHL. Gros changement. Daniel, Denis, je vous ai vu. Gros changement, gros virage. Au niveau des ressources informationnelles, Michel aussi, je t'ai vu tout à l'heure. Gros changement pour tes équipes. C'est pas juste au niveau des soins, c'est partout, c'est l'équipe au complet. Je regarde Christine, directrice des ressources humaines, puis on en a parlé à plusieurs reprises, qu'on doit se doter d'une structure en gestion de changement pour faire ce virage-là, pour faire le virage de transformation numérique, pour faire les virages qu'on doit faire en tant que réseau. Donc, pour moi, en plus de le temps, l'argent, les ressources, les directives du ministère, pour moi, c'est la gestion de changement qui va être un défi. C'est ça, mon message. Nathalie, Sylvain, vous allez entendre parler de moi par rapport à la gestion de changement. Il nous faut des ressources. On ne peut pas faire ça tout seul. On ne peut pas s'improviser une section de gestion de changement. On doit avoir des professionnels pour faire ça. On est tous, par contre, des agents de changement. On est tous des agents de changement et on doit le faire pour... C'est pas mon conseil. Merci beaucoup, Mme Asselin. Mme Malenfant, ça serait votre tour de répondre à cette question-là. Donc, à votre niveau de directrice SAPA au CIS de la Côte-Nord, ce serait quoi qu'il faudrait, selon vous, pour réussir cette implantation-là et ça serait quoi les plus grands enjeux? Merci, Audrey. Je pense que la première chose que ça prend, c'est un désir de changer. Et je pense que, Annick, ton speech
nous donne le désir de changer. J'ai vu l'ovation debout que tu as eue, puis ça, pour moi, c'est des gens qui désirent changer, puis qui ont... Il y a peut-être un petit quelque chose, une petite étincelle qui a été allumée en eux, puis ils se sont dit « Wow, je veux faire partie de ce changement-là, puis il faut que ça change. » On est juste 300, malheureusement. Faudrait refaire ça et atteindre là, l'ensemble de nos employés aussi de la Côte-Nord. Puis il va falloir le faire. Il va falloir aller allumer ce désir de changer-là à tout le monde. Donc, je pense qu'un des enjeux, ça va être ça. Ça va être de rejoindre tout le monde puis d'aller allumer la petite étincelle parce que là, vous, dans le fond, vous allez faire partie de ça puis vous allez être des agents multiplicateurs, si je peux le dire comme ça. Mais rejoindre tout le monde pour créer ce désir de changer-là va être un des éléments nécessaires. Un coup que ça va être fait, puis que là, l'étincelle est allumée, savez-vous, êtes-vous prêt à dire, OK, tu sais, je veux que ça change, mais où on s'en va précisément, là, puis notre but commun, il n'est pas encore bien établi. Donc, la deuxième étape, un coup qu'on va être allumé pour changer, ça va être de dire, OK, qu'est-ce qui va être notre indicateur pour dire qu'on a réussi? C'est où qu'on veut s'en aller? Fait qu'il va falloir trouver notre but commun ensemble, se faire une carte là, pour arriver à destination, tout avoir la même carte en main, puis la suivre, puis tout se rendre à la même destination. Donc, notre désir de changer, notre but commun. Le troisième élément que je vois, c'est la mobilisation des équipes. Ça ne se fera pas en 3 mois. Ça ne se fera pas en 1 an. Ça va se faire sur une longue période parce que c'est pas un petit changement, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de culture, c'est un changement profond, c'est long. Puis il faut rester mobilisé longtemps. Fait que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il va falloir, dans le fond, garder nos équipes mobilisées. Puis ça, je pense que ça va être un élément important et aussi un enjeu. Finalement, bien, pour y arriver, je pense que ça prend un engagement formel. Puis là, bien, aujourd'hui, là, j'ai entendu tantôt Mme Asselin demander aux gens qui ont dit « je m'engage ». Je pense qu'on voit un engagement formel du ministère, on voit un engagement formel de la direction générale, on voit un engagement... moi, je m'engage formellement, en fait, à le faire, fermement. Les enjeux de cet engagement-là, selon moi, ça a été nommé aussi, c'est qu'on est des petites équipes puis qu'on a beaucoup de projets. Donc, notre engagement formel, il n'est pas juste envers ça, malheureusement. T'sais, on en a quelques-uns, on a plusieurs autres engagements, mais il faut quand même se dire quelles sont nos priorités, puis ce changement-là en est un. Et puis, pas se submerger d'autres projets en même temps, mais vraiment focusser sur ce changement-là ensemble. Donc, rester engagé envers celui-là. Je pense que c'est nos éléments pour réussir. Merci beaucoup, Mme Malenfant. Fait que là, c'est à mon tour de vous expliquer un petit peu plus sur les maisons des aînés. Moi, ça va être un petit peu moins émotif, un petit peu plus plan de maison et tout ça. Mais en fait, je viens vous parler aujourd'hui de comment l'environnement physique va venir aider, va venir vraiment, en fait, nous aider à mettre ça en place dans les maisons des aînés, maisons alternatives. Fait que pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les maisons des aînés, maisons alternatives. Donc, je vais vous faire un résumé rapide. Au Québec, il y a 46 maisons des aînés et alternatives qui sont en construction présentement. Il y en a quelques-unes qui vont ouvrir là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Sur la Côte-Nord, on en a 2. Donc, on en a une à Havre-Saint-Pierre, on en a une à Bécomo. Donc, 2 maisons des aînés de 48 places. Puis quand on parle de maisons des aînés, maisons alternatives, c'est qu'en fait, il va y avoir 2 types de clientèle qui vont venir se côtoyer dans ces maisons-là. Donc, bien entendu, on a les aînés. Donc, c'est des aînés en perte d'autonomie qui sont... c'est une clientèle qui est semblable au CHSLD, en fait, là. Et on a aussi
la clientèle alternative, qui est en fait des adultes, donc des personnes de 18 ans et plus, aux prises avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, à Baie-Comeau, on a une proportion de 36-12, donc 36 places pour aînés, 12 places pour la clientèle alternative. Et à Saint-Pierre, on a un projet novateur, là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on a une clientèle vraiment particulière parce qu'on a un partenariat avec un organisme communautaire qui s'appelle la Corporation des aînés de la Mingani, qui vont partager le bâtiment. Donc, eux vont occuper 24 places et nous, le 6, on va occuper les 24 autres places. Donc, on aura 24 places pour aînés et 5 places alternatives. Je pense que la plus grande différence entre une maison des aînés alternative et un CHSLD, c'est que les maisons des aînés ont été construites en réfléchissant à la nouvelle politique. Fait qu'ils ont été vraiment construites afin qu'on puisse mettre en place cette nouvelle politique-là plus facilement. Fait que les lieux physiques vont vraiment venir aider dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec les CHSLD, là. C'est juste que dans les maisons des aînés, ils ont été vraiment spécialement construites sous cette nouvelle politique-là. Un des facteurs, il y en a plusieurs, Annick vous a parlé de beaucoup de facteurs qui fait que les gens vont se sentir comme à la maison, vont se sentir bien dans des milieux d'hébergement. Un des facteurs qui est important, c'est le facteur environnemental. Fait que avoir des milieux de vie qui ressemblent à un milieu de vie, qui ne ressemblent pas à un hôpital, que ça soit bien décoré, qu'on ne voie pas des chariots passer partout par là, puis qu'on ne nous oblige pas à manger à une heure précise, des choses comme ça. Donc, les installations vont être vraiment importantes. Là, par exemple, dans les maisons des aînés alternatives, ils auront une chambre individuelle avec chacun leur salle de bain individuelle dans chaque chambre. Ils auront des lieux communs aussi, qui est important parce qu'ils vont pouvoir vivre un peu avec les gens. Puis en fait, ce qui est nouveau, c'est que ce sera des petites unités. Donc, à la maison des aînés alternatives, c'est des unités de 12 résidents qu'on appelle des maisonnées. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un milieu qui est plus familial. Fait que tous ces 12 résidents-là vont manger ensemble, vont avoir un salon pour ces 12-là. Ils vont avoir une salle d'activité thématique pour ces 12 personnes-là où les activités qui vont y être offertes vont être vraiment selon leurs intérêts. Donc, ce type de milieu-là va vraiment venir rappeler le milieu familial, ce qui est vraiment intéressant pour se sentir comme à la maison. Parce que le but, c'est que les gens se sentent comme à la maison et se sentent respectés. Donc, ce qu'on va mettre en place, je vais vous montrer un peu, celle de Baie-Comeau va ressembler à ça de l'extérieur. Puis, ça, c'est le plan. Bon, là, c'est petit. Là, le but, c'est pas que vous voyez tous les petits détails, mais en fait, il y a un concept d'avant-scène et d'arrière-scène dans nos maisons des aînés. Donc, tout ce qui est l'arrière-scène, c'est ce qui est en jaune. Ce qui est en jaune, c'est l'organisation des soins et services. Les résidents n'auront pas accès à ça. Ils ne verront pas le poste infirmier, ils ne verront pas la buanderie, ils ne verront pas les bureaux. Toute l'organisation, ce qu'on n'aurait pas dans un domicile, ils ne le verront pas. Ça va être caché, ça va être réservé aux employés seulement. La partie qui est en verte, c'est le hall d'entrée, les espaces communs, là, ce que tout le monde se partage. Puis ce qui est en bleu, c'est les maisonnées. Puis ça, c'est la maison de Baie-Comeau. Fait que comme vous voyez, là, on voulait vraiment aussi éviter les longs couloirs avec des chambres des deux côtés. T'sais, ça fait vraiment hôpital. Mais on voulait vraiment éviter ça. Fait que les chambres sont tout le tour. Puis en face des chambres, c'est les locaux communs. Fait qu'on a la salle à manger d'un côté, puis le salon de l'autre. Fait que c'est vraiment, le concept, c'est vraiment... Puis la décoration va aussi être beaucoup plus résidentielle. Il va y avoir des tapis, il va y avoir des pots de fleurs, les couleurs choisies. Je vous montrerai pas, tout ça, c'est pas encore choisi, la maison est en construction. Mais tout ce qui va être choisi va venir rappeler le résidentiel au niveau de l'environnement physique. Fait que ça, c'est l'étage 2, là, à Baie-Comeau, c'est la même chose un petit peu, les espaces ils changent, mais c'est ça. Ça serait un exemple type. C'est pas une photo, là, c'est un montage de notre architecte. Ça pourrait ressembler un peu à ça, beaucoup de bois, un peu plus neutre parce que tout le monde, les couleurs, tout le monde n'aime pas les mêmes couleurs. Fait qu'on aimerait ça garder ça un petit peu plus neutre, mais mettre des décorations qui vont ressembler aux gens qui vont vivre dans cette maisonnée-là. Fait que ça va ressembler à une petite salle à manger de 12 résidents. On peut mettre aussi une grande table pour que tout le monde mange à la même table si c'est possible, pour que ça fasse plus familial. Fait que c'est vraiment vers là qu'on veut s'en aller. Ça serait notre maison des aînés à Saint-Pierre.
Donc, sur le bord de la mer, ce qui rappelle vraiment les particularités régionales. Les gens ont vécu sur le bord de la mer toute leur vie. Donc ça, encore là, l'environnement physique, vraiment important. Puis eux, est fait différemment, mais comme vous voyez encore là, c'est des maisonnées de 12 résidents. Puis il y a tout ce qui est l'organisation des soins, le service alimentaire, tout ça, c'est tout caché. Fait que c'est vraiment vers là qu'on veut s'en aller. Ça va ressembler. À Saint-Pierre, il y a eu une demande de la communauté. En fait, eux sont habitués d'avoir des grandes tablées, de manger tout le monde ensemble. Fait que la seule salle à manger qui est commune au Québec, c'est à Saint-Pierre. Eux, ils ont demandé d'avoir une salle à manger pour les 48 résidents. Fait que, même si c'est moins résidentiel, parce que 48 résidents dans une cuisine familiale, c'est un peu plus difficile, c'est beaucoup plus chaleureux quand même. Il y a des banquettes. Il y a une grande porte vitrée avec qui ils voient la mer. Fait qu'on a vraiment essayé de leur faire quelque chose de beau qu'ils vont se sentir comme à la maison. Donc, c'est sûr qu'au début, vous allez me dire « ça, c'est beau, mais ils sont chanceux, ceux-là qui vont vivre là. » Les autres qui vont vivre en CHSLD, ça va être plate pour eux autres. T'sais. Qui va pouvoir aller vivre là? C'est normal qu'au début, il va y avoir un clash. Mais avec la nouvelle politique, avec Annick, vous l'avez vu, on va s'en aller vers là. T'sais, on veut vraiment faire des changements, rapporter des milieux de vie. Puis je ne vous montrerai pas des exemples de ça parce que vous allez en voir cet après-midi. Ça existe ailleurs des CHSLD qui ont été transformés pour ressembler à des milieux de vie. Puis vous allez en voir des exemples dans la présentation de M. Voyer qui vient cet après-midi. C'est possible. Fait qu'on veut vraiment s'en aller. L'environnement physique, ça va venir prendre une grande place. Donc, ça serait ça pour moi. Annick, je te laisse les planches pour la prochaine question. En fait, avant de poser ma prochaine question à Mme Rosebush, je vais vous lancer des petits défis d'ici la fin. Vous êtes chanceux, il reste 10 minutes, fait que vous n'aurez pas trop. Mais le premier défi que je vous lance, c'est essayer, du plus que vous pouvez, de vous habiller en civil quand vous allez travailler. Parce que rappelez-vous de l'exemple, quand vous êtes assis dans votre divan, en mou, espèce de genre de pyjama bleu. Là, au moins, c'est pas pire parce qu'à cette heure, il y a du monde qui ont des designs dessus, là, tu sais, quand même. Essayez-le. L'approche avec la personne est vraiment différente. Tu vois un humain qui arrive devant un autre humain quand tu es habillé en civil. C'est pas une infirmière qui arrive. C'est pas un PAB qui arrive. Je le sais qu'il y a plein de questions techniques là, autour des habits. Là. Ça, je le sais. Là. Mais essayez-le. Commencez. À Yana Labrie, j'ai donné le défi à un infirmier qui est magnifique, qui était tout habillé en blanc, toujours repassé, clean cut. Magnifique. Tu sais, je me sentais quasiment mal à le dire. Mais il a commencé par mettre juste son haut d'uniforme et des pantalons civils. Puis là, je le voyais rentrer le matin, puis tu sais, il était pas sûr, tu sais, puis il était... Puis là, il travaille. Après ça, je l'ai revu. Puis là, là, il a enlevé le haut. Puis là, il travaille civilement. Il y a un lien différent qui se crée quand on est d'humain à humain. Essayez-le. Juste un petit défi. Juste un petit défi. Je vais poser une question à Mme Rosebush. En fait, on aimerait connaître, on arrive à la fin de notre conférence, donc au point de vue du ministère, au point de vue de vous, Mme Rosebush, comme humain derrière le titre que vous portez, quels sont les engagements que vous prenez par rapport à l'implantation de cette politique-là? Je vais me lever. Oui, allez-y. Quoique, le fauteuil est très confortable. Hein? C'est c'est super. Engagement, porter le besoin de gestion du changement. Je l'ai bien mentionné, je l'ai bien noté, Manon, donc je m'engage à ça. On a aussi, là, avec le plan d'action, notre premier plan d'action qu'on s'est donné là, jusqu'en 2021-2026. On a un engagement de cadre budgétaire avec ça. C'est pas anodin, là, c'est quand même 2,9 milliards. Donc, je m'engage à ce qu'on respecte le cadre budgétaire du premier plan d'action. Donc, ça fait partie de ce qu'on va suivre.
je m'engage, bien entendu, je le mentionnais tout à l'heure, au niveau de la structure de gouverne. On veut suivre tout le monde ensemble, puis s'assurer on s'en va tous dans la même direction, on se donne un tempo. Donc, on va mettre en place la structure de gouvernance avec un comité directeur, notre comité consultatif aussi, là, qu'on est à élaborer la composition, mais qui va avoir des chercheurs, des experts, des usagers, des proches, des gestionnaires, des intervenants, etc. Donc, on va avoir une belle composition qui vont être en mesure de nous suivre. L'autre élément important, c'est vraiment le comité, dans le fond, la table nationale, avec l'ensemble des chargés de projet qui portent vraiment, chargés de projet cliniques, l'avancement, la mise en œuvre de la politique et du plan d'action. Donc, je serai présente aussi à cette table nationale-là. Donc, je m'engage à soutenir puis à accompagner, dans le fond, les chargés de projet. On va être en mesure de partager les bons coups, de voir quels sont les écueils, de comment est-ce qu'on peut répondre à ça et travailler tout le monde ensemble dans la province et bien sûr avec la Côte-Nord. L'autre élément important aussi, c'est que c'est notre première politique qu'on se donne avec une vision d'ensemble, premier plan d'action. Ça va être important de l'évaluer. Donc, je m'engage aussi à ce qu'on puisse évaluer la mise en œuvre de notre plan d'action, mais ça va nous donner les leviers pour justement partir avec une consultation. On va revenir, on souhaite revenir ici avec une prochaine consultation pour le deuxième plan d'action, parce qu'on le sait, ça passe vite, 21, 26, là, on est déjà en 22, donc il nous reste 4 ans. Ça va aller vite, le 4 ans. Là. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des engagements que je veux prendre. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Rosebouche. Deuxième petit défi, avant de passer la parole à Mme Asselin. Ne dites plus jamais « c'est pas sa place ». Trouver des solutions. Parce que tout le temps qu'on chiale à dire que c'est pas sa place, on ne trouve pas les solutions pour la personne qui est là et qui a des besoins. Le CHSLD, c'est le dernier maillon de la chaîne. Si c'est pas sa place, est où sa place? Petit défi. Madame Asselin, je vous repose la question. Donc, quel engagement vous prenez pour l'implantation de cette nouvelle politique-là? Puis là, je suis obligée de vous dire que je vais vous checker. Pas de problème, Annick. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Je m'engage à mobiliser les équipes à tous les niveaux, non seulement cliniques, mais à tous les niveaux, pour mettre en place les conditions gagnantes pour faire en sorte qu'on prenne un virage. Je m'engage à mettre en place, avec votre aide, une structure de gestion de changement pour mettre en place des conditions gagnantes pour effectuer le virage. Je m'engage à favoriser les communications avec toutes les parties prenantes, que ce soit les organismes communautaires, que ce soit les milieux de soins, que ce soit les communautés au niveau des élus, que ce soit peu importe. Je m'engage à favoriser les communications avec les parties prenantes pour mettre en place des conditions gagnantes. Et personnellement, Annick, tu pourras me tenir garant de ça. Je sais, tu me checkes. Je m'engage à visiter tous les lieux où on met en place ce virage-là. Je m'engage à aller vous voir de façon régulière pour vous aider. Puis j'aimerais avoir votre engagement. Je parle au 6 de la Côte-Nord, désolée pour... J'aimerais avoir votre engagement que vous me dites qu'est-ce que vous avez de besoin. Donc, je demande votre engagement de ce côté-là aussi. Donc, Annick. Merci beaucoup, Mme Asselin. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, on terminerait avec Mme Malenfant pour vous reposer la même question. Vous, à votre niveau de directrice SAPA au 6 de la Côte-Nord,
qu'est-ce que vous vous engagez dans l'implantation de la nouvelle politique? Merci, Audrey. Mon premier engagement, je m'engage à être le gardien des principes dans toutes les prises de décision qui vont être prises au comité de direction, donc mes collègues directeurs dans la salle. Je vais être tannante. Je vais tout le temps vous ramener, oui, mais les principes de la politique. Donc, on a dit que c'était une priorité. Bien, moi, je vais être là pour toujours le rappeler à tous et toujours ramener dans chacune des prises de décision qui peuvent avoir de l'impact là-dessus. Je m'engage à être le gardien de ces principes-là et le gardien du sens aussi de cette politique-là. Deuxième engagement, je m'engage moi aussi dans la direction SAPA à créer le terreau fertile pour être en mesure de le faire, ce changement-là. Donc, je m'engage personnellement à libérer du temps à mon horaire pour y travailler personnellement. Puis, je m'engage aussi à respecter les engagements qu'on a pris pour libérer du temps. Premièrement, on a un chargé de projet et il nous en faut un deuxième pour cette implantation-là sur la Côte-Nord. Mais il va aussi avoir besoin de temps de terrain. Donc, je m'engage à ça, à mettre toutes les conditions en place pour que ça fonctionne. Mon troisième engagement, c'est que je m'engage à écouter. Parce que là, un coup qu'on va avoir établi nos objectifs communs, puis qu'on va savoir où on veut aller, les moyens, puis le comment de le faire, il ne viendra pas de moi, il ne viendra pas d'Annick, puis il ne viendra pas nécessairement des gestionnaire. Il va venir du monde sur le terrain. C'est vous, sur le terrain, dans votre quotidien, qui allez nous dire comment le faire, c'est quoi les solutions et le comment. Donc, moi, je m'engage à vous écouter, puis je sais que ça va venir avec des demandes. Donc, je ne m'engage pas nécessairement à ce qu'on dise oui à tout, mais je m'engage à écouter puis qu'on trouve ensemble comment faire si on ne peut pas répondre exactement à la demande, comment qu'on peut faire pour y arriver autrement. Puis le quatrième engagement, il est ambitieux, mais je le fais pareil, je m'engage à réussir. Je pense qu'on est capable, puis qu'on est rendu là, en fait, comme organisation, qu'on est rendu là, qu'on veut un réel changement. Je vois aussi qu'il y a une mobilisation sur la Côte-Nord, donc je vise vraiment l'excellence, puis je veux qu'on soit les premiers. En fait, moi aussi, Annick, tu l'as nommé, je pense qu'on est capable d'être les premiers sur la Côte-Nord là-dedans et qu'on est capable même d'inspirer le restant du Québec. Donc, je m'engage vraiment à réussir cette implantation-là. Mesdames, messieurs, l'implantation de la nouvelle philosophie d'hébergement au Québec est officiellement lancée. Nous nous engageons. Merci, mesdames. C'est beau. Merci, Nathalie. Non. Malheureusement, étant donné qu'on est 300 personnes dans la salle, on ne pouvait pas faire de période de questions parce que ça aurait été vraiment très difficile. Mais ceux qui ont des questions, vous pourrez nous voir peut-être à la pause ou même avoir nos coordonnées pour pouvoir là, poser vos questions, puis on essaiera d'y répondre. Merci beaucoup, mesdames, pour cette belle conférence, très inspirant. J'invite Mme Diane Saunier à venir nous dire quelques mots juste avant le départ pour la pause. Mme Saunier est employée, est employée de la santé publique. Diététiste nutritionniste en santé publique au CIS de la Côte-Nord. Alors, le comité a eu la gentillesse de me demander de préparer des collations pour vous tous. Et oui, ça a été fait. Un petit peu de chaleur, mais ça a bien été. Donc, pour ce matin, vous avez à l'entrée un bar à yogourt. Un bar à yogourt qui est du yogourt avec des bons bleuets de la bleuetière de Galix avec des céréales. Mes collègues de santé publique sont là pour vous accompagner. Élisabeth, Annie, organisatrice communautaire. Noémie, kinésiologue. Véronique, infirmière.
Et Caroline Dignard, mon poteau, approche École en santé. Et grâce à Caroline, hier, on a fait beaucoup de biscuits hier après-midi avec des amis de l'école Manicouté qui sont prêts à nous aider à chaque fois. J'ai même pris leur nom parce qu'ils veulent faire du bénévolat avec nous. Donc, je trouve que c'est un bel exemple. Les galettes de cet après-midi viennent d'un livret chaud qui vient de sortir. Les nutritionnistes de la santé publique de la Côte-Nord, on a travaillé ensemble en collaboration avec l'URLS Côte-Nord, la table santé qualité de vie, RSEQ, le centre de santé Mac-Malio-Tenam, ID Manicouagan, nous et la table bioalimentaire. C'est un guide d'accompagnement pour l'offre alimentaire dans divers événements. Il y a plein d'informations en nutrition, un questionnaire qui nous prépare notre activité et on a mis au-dessus de 20 à 30 recettes qui sont standardisées pour 20, 40 et 60 portions. Donc, on veut faciliter l'offre alimentaire saine parce qu'il faut se rappeler que manger, c'est bon, c'est plaisant et ça s'apprend. Alors, il est disponible, le guide, sur le site du CIS Côte-Nord sous l'onglet Santé publique alimentation. Alors, à l'entrée, il y a 4 voies de service pour le bar à yogourt. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Merci beaucoup, Mme Saunier. Juste avant d'aller à la pause, je voudrais vous dire qu'à l'entrée, dans le hall, il y a un photo booth où on a des affiches et des petites pancartes qui vont nous dire « Je m'engage ». Donc, n'hésitez pas à aller prendre des photos avec votre équipe, même des photos en individuel, et de les apporter dans votre milieu de vie pour vous rappeler l'engagement qu'on prend tous aujourd'hui, tous ensemble. Je vais inviter maintenant Mme Bacon à venir nous lire un petit œuvre avant de quitter pour la pause. Et je voudrais vous dire aussi, les gens qui ont des pichets d'eau sur la table, peut-être juste les ramener là-bas pour qu'on puisse les remplir à nouveau en revenant de la pause. Merci beaucoup. À vous la parole, Mme Bacon. Mahau ay mono aminta na chenyon no hitgona ntis abuchka betaya na no tenene na huabte na puamon na bete ni biha na chkotmatihan inyo na chayhon mi jopan Abu pegam tam hatlu itatat ay muna wa minta. Abu pegam tam hatlu punehya. J'ai 100 mots à te raconter. Mon vieil âge, mes rides. Je n'ai plus l'alerte des pas, le souffle court. J'avance dans mon songe sans fatigue. Je sais entendre les feuilles, j'apprends le monde. Mon âge vieillit avec moi. Je n'ai pas 100 mots, je n'ai pas 100 ans. Merci, Mme Bacon. Donc, on peut aller à la pause, chercher nos collations, puis n'oubliez pas, quand vous entendez la petite musique, de revenir à la salle pour qu'on puisse continuer. Bonne pause, tout le monde. So I remember when you were driving in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before